Clélia Dupont-Icard, je suis responsable méthodologie chez Clear Fashion. Et pour vous expliquer un petit peu mieux pourquoi je suis là aujourd'hui pour vous parler d'impact et de la matière zéro impact, je vais vous expliquer un peu mon parcours. Donc moi, de formation, je suis ingénieure agronome avec une spécialité en sciences du vivant, donc en sciences de l'environnement et sciences du vivant. Et au terme de mes études, j'ai intégré des marques de luxe pour travailler sur la structuration de filières. Donc filière d'approvisionnement pour l'ameublement et filière de recyclage pour la mode. Et donc ces deux expériences, elles m'ont permis de voir un petit peu l'impact amont, l'impact aval de la production de matière. Et donc ce regard 360, ces rencontres avec tous les acteurs de la filière mode et luxe, ça m'a permis de comprendre les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux qui peuvent être associés à la matière. Et donc, au terme de ces expériences, j'ai intégré Clear Fashion pour pouvoir transmettre tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais vu, et pour pouvoir sensibiliser sur les impacts de la mode. Donc, pour parler un peu mieux de Clear Fashion, un peu plus généralement de ce qu'on fait, Clear Fashion, c'est une entreprise qui évalue les impacts de la mode et qui permet l'affichage de ces résultats. Donc, on propose un affichage à destination du consommateur avec pour objectif de lui permettre d'avoir toutes les informations pour faire des choix éclairés dans ses choix de consommation. Et cet affichage, il est réalisé sur notre application mobile, mais également sur les plateformes des marques sous la forme de widgets ou directement en physique, en boutique, pour qu'en fait le consommateur ait accès à cette information sur l'impact à tout moment, et notamment au moment de l'achat. Donc chez Clear Fashion, notre méthodologie d'évaluation, elle est basée sur 150 critères qui couvrent 4 thématiques différentes, l'environnement, le social, les humains, la santé sur les consommateurs et les animaux. Et donc, voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. C'est une introduction très rapide pour expliquer pourquoi je suis là pour vous parler d'impact. Donc maintenant, venons-en au sujet. Et je pense que pour parler d'impact, le plus important, c'est de comprendre ce que ça veut dire impact. Et dans la définition du Larousse que j'ai prise pour qualifier l'impact, on voit que c'est l'effet produit sur quelque chose. C'est une incidence, l'impact. Donc quand on a cette définition-là, on voit que l'impact, c'est quelque chose quand même de très général, de non borné, qui peut toucher à plein de sujets différents. Et c'est vrai que quand on parle d'impact, dans le secteur de la mode, aujourd'hui, on pense immédiatement à impact carbone. On pense aux kilogrammes équivalent CO2 qui sont émis pour produire un vêtement. Or, c'est hyper limitant de se contenter de l'impact carbone parce qu'en fait, on se contente que d'une seule catégorie d'impact et on passe à côté de plein d'autres impacts. En fait, si on a une matière qui est bien sur le sujet de l'impact carbone, elle peut au final pas être si bien sur d'autres impacts et c'est dommage de passer à côté de tout ça. Et donc, moi, j'ai envie de vous montrer un peu comment on catégorise l'impact sur le vivant. Et cet impact sur le vivant, c'est l'impact sur l'environnement, l'impact sur les humains, donc les humains qui travaillent, l'impact sur les humains qui portent aussi, donc les consommateurs, et l'impact sur les animaux. Donc pour venir plus dans le détail de chacun de ces impacts, je vais commencer par l'impact environnemental, donc qui effectivement regroupe ce sujet d'impact carbone. Et l'impact environnemental, en fait, c'est le plus évident quand on parle de l'industrie de la mode, puisque l'industrie de la mode, aujourd'hui, c'est 10% des émissions globales de gaz à effet de serre. C'est 20% des pollutions des eaux mondiales. Donc en fait, ce n'est pas un mystère que la mode et les matières, elles ont un impact sur l'environnement. Mais comme je le disais, ce n'est pas un impact uniquement sur le changement climatique, ça peut être aussi un impact sur la qualité de l'eau, un impact sur la consommation d'eau, ça peut être un impact sur l'épuisement des ressources fossiles, sur la production de déchets. On peut avoir aussi des impacts sur la disponibilité des sols, la qualité des sols, la biodiversité. Donc déjà, quand on parle d'impact au niveau environnemental, on a une multitude de critères qui fait que ça rend la qualification de l'impact environnemental encore plus difficile. Alors aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de consensus sur comment on qualifie l'impact environnemental. Il y a des discussions, je pense que vous en avez entendu parler. Au niveau français, on a l'ADEME qui parle d'un affichage environnemental. Et l'affichage environnemental couvre 2 impacts. Il couvre l'eutrophisation d'eau douce, qui est en fait la pollution de l'eau, et il couvre le changement climatique, qui est les émissions de gaz à effet de serre.
En parallèle, on a l'Europe qui travaille sur les mêmes sujets et l'Europe, lui, affiche 16 catégories d'impact. Donc on voit que même sur savoir comment qualifier l'impact au niveau environnemental, on n'a pas de consensus. Et donc, rien qu'à ce niveau-là, on a une multitude de possibilités. Donc déjà, on se rend compte que qualifier l'impact d'une matière, ne serait-ce qu'au niveau de cette première thématique, qui est la thématique la plus évidente et la plus documentée, c'est pas gagné d'avance. Et en plus, se baser uniquement sur l'impact environnemental, c'est hyper restrictif, parce que comme je le disais, il y a d'autres membres, d'autres parties du vivant sur lesquelles les matières produisent un effet et qui méritent d'être étudiées. Donc c'est pour ça que j'en viens à l'impact social. Et ce qu'on appelle impact social, c'est l'impact sur les travailleurs, les personnes qui fabriquent les vêtements. Donc celui-là aussi, c'est un impact qui est hyper évident quand on parle de la mode. Les scandales autour de la production de vêtements, il y en a régulièrement, trop fréquemment même. Pour en citer deux grands, en 2013, on a eu l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh. En 2020, on a eu le scandale autour des Ouïghours. Donc déjà, on voit que c'est des sujets hyper urgents. Pour autant, comme c'est un impact beaucoup moins quantifiable, beaucoup moins tangible que l'impact environnemental, il est assez laissé de côté quand on cherche à qualifier l'impact d'une matière aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas d'éléments chiffrés pour qualifier l'impact social d'un vêtement. Donc nous, ce qu'on regarde chez Clear Fashion, quand on évalue l'impact social, c'est plutôt les conditions dans lesquelles sont produits les vêtements. Est-ce que les salariés, enfin, les ouvriers perçoivent des bons salaires? Est-ce qu'ils ont droit à des temps de repos? Est-ce qu'il n'y a pas de violation des droits humains dans la production des vêtements? Est-ce que l'intégrité des travailleurs est respectée? Donc il y a beaucoup de critères, encore une fois, sur lesquels on peut s'appuyer. Et encore une fois, pas de consensus. Tout le monde, c'est une évidence que c'est important. C'est un sujet qui commence à progresser parce que les gouvernements commencent à s'en emparer. On pense notamment à la loi sur le devoir de vigilance qui demande de cartographier l'impact pour un certain nombre d'entreprises. Et cette cartographie des risques, ça permet de, en quelque sorte, qualifier l'impact social d'un vêtement. On a aussi France Stratégie qui a sorti récemment un avis sur l'affichage social des biens et des services qui essaie de trouver une manière de qualifier cet impact. Donc, les discussions sont beaucoup moins abouties que pour l'affichage au niveau environnemental, que pour la qualification de l'impact environnemental. Mais il y a des prémices et tout le monde commence à travailler sur le sujet, ce qui est très encourageant. Donc, on a vu l'impact environnemental, on a vu l'impact sur les humains qui fabriquent. C'est les deux impacts évidents. Mais nous, on est persuadés que pour qualifier l'impact d'une matière, il faut aller vers l'évidence, mais il faut aller vers les autres impacts potentiels parce que c'est intéressant de les qualifier aussi. Et donc, le premier, ce serait l'impact sur la santé des consommateurs. Donc, parce que même si aujourd'hui on a des réglementations qui encadrent la présence de produits chimiques et de produits toxiques dans les vêtements qu'on porte sur le sol européen, il y a quand même des débordements, il y a quand même des améliorations qui peuvent être faites et c'est bien de garder un œil sur le potentiel impact sur la santé des consommateurs. J'ai deux exemples en tête. L'ANSES a sorti très récemment, en février 2022, un rapport montrant que Reach pouvait aller plus loin sur le sujet des textiles et des chaussures. Donc il y avait un besoin quand même de réviser cette réglementation pour qu'elle soit en phase avec les risques du secteur textile et du secteur de la chaussure. Et puis, pour un exemple très concret, une marque de l'ultra fast fashion chinoise a mis sur le marché canadien des produits qui contenaient plus de 20 fois les quantités de plomb autorisées sur le territoire. Donc plus de 20 fois les quantités de plomb autorisées sur des vêtements pour enfants, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de se pencher sur les potentiels impacts sur la santé des consommateurs des produits qu'on met sur le marché. Comment on vérifie ça? Quels sont les indicateurs qui peuvent qualifier ces impacts-là? C'est tout d'abord savoir si dans nos chaînes d'approvisionnement, dans nos chaînes de production, il y a des substances qui sont potentiellement toxiques. Est-ce qu'on interdit ou pas les substances potentiellement toxiques? Il y a aussi des vérifications qui peuvent être faites sur les matières qui vont être utilisées dans les produits finis ou même sur les produits finis eux-mêmes, parce que parfois,
Il y a des réglementations douanières qui demandent des contrôles, donc c'est des choses qui sont déjà faites, mais qui pourraient être systématisées pour se rendre compte de l'impact d'une matière sur le consommateur, sur sa santé. Donc là, c'est quand même un sujet qui bien qu'encadré, reste important et qui mérite d'être cité quand on parle d'impact de la matière. Et le dernier, celui que je voulais évoquer, c'est celui sur les animaux, donc, qui peut paraître un peu plus trivial que les autres parce qu'on a tendance à hiérarchiser un petit peu. Et bon, c'est normal que les urgences soient les travailleurs et la planète, mais les animaux, ça intéresse et ça intéresse beaucoup les consommateurs. C'est ce qu'on se rend compte, nous, dans notre métier chez Clear Fashion, parce qu'on suit les demandes des consommateurs et on voit que la cause animale les intéresse. Et par cause animale, attention, je ne dis pas qu'il faut absolument que les vêtements soient véganes. Il y a des vêtements contenant des matières animales qui peuvent être bien faits et qui peuvent être faits dans le respect du bien-être animal. Et c'est ça qui intéresse. Donc là, l'impact sur lequel ce qu'on pourrait regarder, les catégories qu'on pourrait aller voir, c'est effectivement au niveau des élevages. Est-ce que les animaux sont traités de façon digne, de façon correcte ? Et là, les gouvernements s'emparent beaucoup moins de cette question-là, parce qu'il y a peut-être d'autres urgences. Mais on se rend compte que sous la pression des demandes des consommateurs, c'est quand même un sujet qui émerge. Il y a de plus en plus de marques qui mettent en place des politiques autour du bien-être animal, qui interdisent certaines matières controversées, comme les cuirs exotiques, les fourrures, ou encore l'angora. On voit que très récemment, il y a de plus en plus de marques qui se l'interdisent. Et puis, on voit aussi émerger des politiques autour du bien-être animal, qui disent nous, le cachemire, on va le sourcer de telle façon, ou la laine, on va prendre que de la laine recyclée. Donc, c'est quand même un sujet émergent qui mérite d'être mentionné quand on parle d'impact de la matière. Donc, j'ai un peu fait le tour, ça fait quand même pas mal déjà d'impacts sur lesquels se concentrer quand on essaie de qualifier l'impact d'une matière. Et évidemment, quand on voit tout ça, quand on voit cette multitude d'impacts sur la planète, sur les humains qui travaillent, donc l'impact social, sur la santé des consommateurs et sur les animaux, on peut se dire que c'est scientifiquement compliqué de parler de matière zéro impact. Si on prend en considération toutes les matières qui existent, enfin tous les impacts qui existent, on peut difficilement avoir quelque chose qui n'affecte rien, qui ne produit un effet sur rien, si on en revient à la définition première de l'impact. Donc, ceci étant dit, il y a quand même des pistes. On peut quand même produire de manière plus responsable et on peut tendre vers un impact diminué, peut-être pas vers le zéro impact, mais vers un impact réduit. Et pour ça, nous, on a quelques pistes chez Clear Fashion du fait de notre métier. Donc là, pareil, notre métier, c'est pas l'éco-conception, c'est pas de donner des conseils très précis. Et toutes les pistes que je peux vous donner là, c'est des pistes plus basées sur l'expérience, sur ce qu'on a pu voir et qui peuvent être applicables. Et donc, au niveau, nous, ce dont on croit, ce dont on est persuadé, c'est que la première étape pour savoir si notre matière a de l'impact, c'est de cartographier cet impact, c'est de le mesurer, c'est d'évaluer, de voir où on en est aujourd'hui. C'est en faisant un état des lieux qu'on se rend compte de qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, qu'est-ce qui a le plus d'impact. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de vérité générale, ce serait trop facile que d'avoir une solution universelle. Et donc, c'est au cas par cas. Et ça, c'est un peu le travail de chaque marque de s'intéresser aux chaînes d'approvisionnement, aux chaînes de production de ses produits pour comprendre qu'est-ce qu'elle peut réduire et comment elle peut diminuer son impact. Donc, cette évaluation de l'impact, elle peut se faire via des outils comme Clear Fashion, par exemple. Elle permet vraiment de ensuite définir un plan d'action et ensuite voir ce qui peut être mis en place pour réduire l'impact. Donc, comme je disais, il n'y a pas de solution universelle. Mais il y a quand même de l'expérience qu'on a, des principes qu'on peut donner. Par exemple, ce qui est vrai, c'est que c'est le choix de la matière première qui est quand même le plus impactant dans la production d'un vêtement. Et il y a des choses qui fonctionnent pour toutes les matières. Par exemple, partir de l'existant. Utiliser une matière upcyclée, utiliser une matière recyclée, ça peut permettre de diminuer son impact. De la même façon, passer par des matières certifiées, par des labels qui sont reconnus comme étant robustes, ça peut être une façon de diminuer son impact sur certaines catégories d'impact citées précédemment.
Aujourd'hui, il n'y a aucun label qui couvre les 4 catégories d'impact que j'ai mentionnées. Il y en a qui couvrent peut-être 2, les parties environnement et les parties sociales comme le label GOTS. Il y en a qui couvrent qu'un seul, comme la partie sur la santé des consommateurs, comme le label Ecotex. Mais il n'y a aucun label qui couvre les 4 catégories d'impact. Donc c'est pour ça que vraiment on encourage à aller vers la traçabilité, on encourage à se poser les questions, à poser des questions pour pouvoir cartographier l'impact et agir spécifiquement sur ses propres problématiques. Et ensuite, ça c'est dans le choix de la matière, et un autre élément très impactant qui peut être intéressant à étudier, c'est celui du modèle de production et de ce qu'on propose à ses consommateurs. Parce que, par exemple, proposer des matières de qualité, ça va immédiatement et de manière un peu universelle réduire l'impact. Il peut y avoir des produits très bien faits, mais qu'on ne porte qu'une fois parce qu'ils sont de mauvaise qualité, qui au final auront plus d'impact que des produits faits un peu moins bien, mais qui seront portés 1000 fois. Donc en fait, si on pourrait dire que la durabilité, le nombre de portées d'un vêtement, c'est un peu le dénominateur de l'impact. Et c'est pour ça que c'est intéressant vraiment de proposer des fibres de qualité et de proposer aussi aux consommateurs des moyens de changer ses habitudes. Donc par exemple, des services de réparation. Par exemple, lui donner l'occasion d'avoir l'assurance que ce qu'il va donner comme vêtement en seconde main sera vraiment réutilisé comme de la seconde main. On peut aussi jouer sur la fréquence de ces collections pour ne pas inciter à la surconsommation. Donc, dans la façon dont on construit son modèle économique, on peut réfléchir à des moyens de réduire son impact, et c'est ça qui est assez universel et qui aussi joue beaucoup sur l'impact. Donc, globalement, quand on s'intéresse à l'impact d'une matière, c'est bien, effectivement, de choisir, de voir ça comme un choix dans l'approvisionnement, mais ce qui est essentiel, je pense, et ce qui permettra d'aller encore plus loin, c'est de voir ça comme une globalité, de ne pas s'arrêter juste à l'approvisionnement, mais de penser à la vie du produit, de penser à la fin de vie du produit et d'adopter un point de vue un peu macroscopique sur l'évaluation d'impact, parce que c'est ça qui permettra vraiment de tendre vers une matière à impact très réduit. Voilà. Merci beaucoup, Clélia, pour ces éclairages. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Si, là-bas. Ah, 2. J'arrive. Je fais la plus proche et puis ensuite, je viens à vous. Bonjour, Nathalie Lebavoutier de chez Good Fabric. J'ai une question, puisque vous parlez d'impact matière. Pouvez-vous nous dire très concrètement quel est, selon vous, compte tenu de vos études, quelles sont les matières à impact, on va dire, le plus favorable d'un point de vue environnemental et social? Alors, merci pour cette question. C'est vrai que là, sur ce genre de matière, chacune a un peu des impacts à des moments différents. Il y a des matières qui auront des impacts et sur des catégories d'impacts différents. Il y a des impacts qui seront très consommatrices en eau, mais pas beaucoup en énergie. Il y en a qui pollueront l'eau, d'autres moins. Donc c'est vrai que là aussi, c'est compliqué de dire il y a une matière qui se démarque par rapport aux autres, parce que, pareil, en fait, si on prend une fibre, selon où elle est produite, selon le pays dans lequel elle est produite, dans lequel elle est filée, dans lequel elle est tissée, on n'aura pas du tout le même impact. Si on prend le lin dont on parlait tout à l'heure, quand on est dans une filière totalement européenne, ça peut être très vertueux. Si tout de suite on produit le lin dans un pays, qu'il est ensuite envoyé en Asie où il y a des mix énergétiques qui sont carbonés, on aura un impact beaucoup plus fort. Donc en fait, là aussi, c'est difficile de donner une réponse universelle et hyper concrète de quelle est la matière la plus vertueuse, parce que ce qui compte, c'est la fibre, effectivement, mais aussi toute la chaîne de production, le pays par lequel elle sera passée, les technologies par lesquelles elle sera passée, le type d'énergie qui a été utilisé dans la fabrication et le traitement de cette fibre. Et aussi, au niveau social, dans un même pays, il peut y avoir des choses très respectueuses des ouvriers et des choses beaucoup moins. Quand on prend ne serait-ce que l'exemple de la France, on a l'impression que de manière générale, les choses sont toujours bien faites parce qu'il y a une loi autour de ça. Mais en fait, on voit qu'il y a des ateliers clandestins qui existent aussi. Donc des choses faites en France peuvent être mal faites. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de vérité générale sur ces sujets-là et que c'est vraiment du cas par cas parce que chaque matière, chaque chaîne d'approvisionnement peut avoir son impact spécifique à des endroits différents de sa chaîne. Voilà.
Merci beaucoup, c'était très intéressant. Donc on passe à la deuxième question. Bonjour, merci pour votre intervention. Vous êtes en train de toucher en fait la problématique qui va se mettre en place sur justement toute la filière, à savoir le sourcing environnemental, la traçabilité. Je veux dire, tout va être dans la vraie possibilité de pouvoir tracer complètement toute la filière complète, et ce pour pouvoir mettre en place en fait un outil ACV qui va calculer justement l'étiquetage environnemental, qui va se reposer sur la base impact européenne. C'est-à-dire qu'on peut oublier l'ADEME aujourd'hui. Ce qu'ils ont mis en place, ça a été les premiers, ça a permis à la France de se mettre en pole position dessus, mais tout va se reposer sur la base impact. Comment du coup va se situer votre système par rapport à cet étiquetage environnemental où chaque consommateur lambda, comme aujourd'hui ça se passe chez Decathlon, aura la possibilité de savoir si son produit est donc A, c'est-à-dire très bon, ou E, très mauvais. Et ce, par rapport à la matière qui, aujourd'hui, dans un outil ACV, représente la part la plus importante. Merci pour la question. Effectivement, c'est un vrai sujet, un sujet sur lequel on travaille activement puisqu'on fait partie des méthodologies qui sont retenues pour l'expérimentation de l'ADEME. Donc, on est à fond dans le sujet. Et on se rend compte que c'est effectivement un sujet très complexe. Nous, de notre point de vue, et comment on l'intègre, on suit les travaux. On sait que, pour l'instant, au niveau européen, il n'y a pas vraiment de règles au niveau de l'affichage. Il y a une volonté qui est évoquée sur le fait que ce soit un affichage, mais il n'y a aucune consigne par rapport à cet affichage-là. Donc, nous, pour l'instant, on suit ce qui se passe. On participe quand on peut participer. Et ensuite, on fera tout ce qui est possible pour intégrer justement les normes pour pouvoir permettre aux marques de répondre à leur envie de tracer, d'aller plus loin, mais aussi pour répondre aux enjeux réglementaires en intégrant tout ça à notre méthodologie. Mais bon, comme rien n'est arrêté en ce moment, il n'y a pas vraiment de méthodologie arrêtée pour nous non plus. Alors, je vois des mains qui se lèvent. On continue dans le public et puis on prendra en ligne juste après. J'arrive avec le micro. Bonjour, merci pour cette intervention. Je suis Glynis Makoundou, avocate à Lyon. Si on repart du point de définition de l'impact que vous avez donné, qui est finalement très neutre, c'est l'effet sur quelque chose. Là, on a parlé de la matière zéro impact en pensant au zéro impact négatif. Mais finalement, est-ce qu'on pourrait aussi prendre en compte des impacts positifs? Si je prends l'exemple de la santé des consommateurs, certaines matières ont des propriétés qui sont bonnes pour la santé. Est-ce que c'est pris en compte quelque part dans l'échelle de Clear Fashion? Vous avez tout à fait raison, c'est des éléments que je n'ai pas mentionnés, mais il y a des impacts positifs, donc il y a les impacts peut-être sur la santé du consommateur. Moi, je pense aussi aux impacts socio-économiques qu'il peut y avoir à la relocalisation de certaines filières, ça permet de dynamiser certains territoires, donc il y a évidemment des impacts positifs qui peuvent être associés à des matières. Nous, ce qu'on fait dans notre méthodologie, pour parler très concrètement du travail de Clear Fashion, c'est que la norme est un score de 50 sur 100. Donc en fait, tout ce qui va au-delà de la norme, tout ce qui est louable et tout ce qui est donc à impact positif, ça amènera des scores supérieurs. Donc voilà comment on fonctionne. Très bien. La quatrième question. Bonjour, merci pour cet exposé. Je voulais revenir aussi un petit peu sur les questions de méthodologie, parce que vous disiez qu'aujourd'hui, il n'y a pas de consensus sur l'impact environnemental ou qu'il y a plusieurs propositions de méthodologie. Aujourd'hui, et je vous rejoins, je pense qu'on peut oublier la méthodologie de l'ADEME qui est notoirement obsolète et dont l'ADEME elle-même dit qu'elle sera abandonnée puisqu'il y a une hiérarchie des lois et que c'est donc la méthodologie du PEF qui sera adoptée. Et il y a d'ailleurs des textes de loi encore la semaine dernière, ou en décembre, qui ont paru par l'Europe pour recommander aux États membres d'utiliser dès maintenant cette méthodologie. Mais en effet, votre méthodologie, elle mélange l'environnemental et le social, ou elle cumule les deux. Et du coup, je me demandais, est-ce que vous pouvez revenir, vous avez parlé juste de 150 critères, mais est-ce que vous pouvez revenir sur comment vous notez ces critères, comment vous les pondérez, où est-ce qu'on peut trouver la méthodologie détaillée qui vous sert à noter les marques sur votre appli? Donc effectivement, il y a dans les gouvernements ou les discussions à l'Union européenne, on est sur des choses
ACV, donc des méthodologies quantitatives où on va avoir des données chiffrées qu'il va falloir ensuite normaliser pour pouvoir avoir quelque chose de compréhensible par le consommateur. On passe par quelque chose de très précis pour ensuite revenir à quelque chose de très global qui sera en fait un score de A à E. Nous, on se dit que cette méthodologie, elle est super robuste, très poussée scientifiquement, mais peut-être pas très accessible à toutes les marques parce que le secteur n'est pas forcément mûr aujourd'hui pour pouvoir aller aussi loin sur l'ensemble de ces produits. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est sur une méthodologie qu'on dit qualitative quantifiée. Donc en fait, on évalue le degré d'avancement des marques sur les critères que j'ai évoqués, donc les 150 critères. Donc on demande par exemple à combien de pourcents il y a de matières recyclées dans la collection. On demande si oui ou non, ou oui mais pas totalement, cette pratique est mise en place. Et donc associé à chaque critère, on a un score maximal. Et le degré d'avancement va permettre de pondérer ce score maximal. Et ensuite, on fera la somme de tout ça pour pouvoir avoir une note sur 100. Globalement, c'est comme ça qu'on fonctionne. On n'a pas de données chiffrées parce qu'en fait, nous, notre objectif, c'est d'avoir un affichage clair, un affichage compréhensible et un affichage comparable pour qu'on puisse vraiment savoir entre telle marque et telle marque ou tel produit et tel produit, qu'est-ce qui se situe mieux l'un par rapport à l'autre. Le problème des ACV, c'est qu'en fait, les bases que nous, on identifie comme étant des problèmes, c'est que les bases sont parfois incomplètes, elles sont parfois approximatives, et en fait, ça dessert aux marques parce que souvent, quand on fait des hypothèses et des approximations, on va aller vers un scénario pessimiste. Et donc, on va plutôt, nous, se baser sur ce qualitatif quantifié pour faire nos évaluations. Les pondérations, pour en revenir sur concrètement comment on les a attribuées, nous on travaille avec, on a fait beaucoup de recherches bibliographiques, on a travaillé avec des experts, on a même un comité d'experts qu'on rencontre tous les mois, dont certaines sont ici. Et en fait, on a fait valider notre méthodologie par ce comité d'experts. Et beaucoup plus précisément sur la partie environnement, en fait, nos pondérations sont calquées sur l'ACV. Donc, en fait, ce qui est fort dans l'ACV, ce sera une forte pondération dans notre référentiel. Donc, en fait, on a une méthodologie qui est cohérente avec l'ACV, mais qui est, si on veut être grossier, comme une ACV simplifiée, parce qu'on n'aura pas la donnée quantifiée, on n'aura qu'une donnée qualitative quantifiée. Je ne sais pas si c'est plus clair. Merci beaucoup. Et alors, je crois qu'on a des questions en ligne. Oui, tout à fait. Une question qui demande est-ce que l'impact des matières surcyclées peut-il être évalué ? Dans notre référentiel ? Oui, tout à fait. On prend en compte plusieurs marques qui font uniquement de l'upcycling, donc du surcyclage, et on est tout à fait en mesure de les évaluer.